Bonjour et bienvenue au podcast Au-delà des murs, le show qui a pour but d'inspirer la construction de bâtiments performants et durables. Je suis votre co-animateur Philippe. Et je suis votre co-animateur JS. Alors aujourd'hui, on reçoit Nathalie Tremblay, présidente et fondatrice de Marmotte Énergie, une entreprise québécoise à l'avant-garde de la géothermie depuis 2010. Diplômée en sciences de la gestion et forte d'une carrière en finance et en stratégie d'entreprise, Nathalie a entre autres œuvré au Fonds de solidarité FTQ, chez Enviro Capital, et elle a même siégé sur plusieurs conseils d'administration, dont celui d'Hydro-Québec. Elle a ensuite redirigé son expertise vers l'action concrète en mettant sur pied une entreprise beaucoup plus alignée avec ses propres valeurs pour justement avoir plus d'impact. Avec Marmotte Énergie, elle a supervisé plus de 300 projets d'installation de géothermie et participé à des travaux de recherche majeurs, notamment sur les puits à colonnes permanentes, PCP, en climat froid. Son entreprise, qui intègre l'ingénierie, le forage et l'installation avec leur propre équipe, est devenue une référence en matière de géothermie résidentielle, de multilogement et institutionnel au Québec. Dans cet épisode, on parle donc de subventions, de forage, de systèmes hydroniques, de géothermie en mode crash course, de thermopompe, mais aussi de stratégies d'innovation, de transition énergétique et d'entrepreneuriat. Alors, bienvenue au podcast, Nathalie. Bonjour, bonjour. Merci de l'invitation. Ça fait plaisir. Ça va bien aujourd'hui? Oui, très bien, très bien, très bien. Excellent, excellent. Donc, écoute, on fait toujours une étude pré-podcast de nos invités. Et, écoute, on a analysé ton CV sur LinkedIn avec grande pas stupeur, c'est pas le bon terme, pas star pantoute, c'est pas ça que je veux dire, mais émerveillement parce que tu as vraiment une belle expérience, beaucoup d'entrepreneuriat avant de partir de ta propre entreprise. Tu étais dans le business, beaucoup dans les CA et tout. Écoute, parle-nous de ton cheminement entrepreneurial. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer en entreprise? Ah, c'est intéressant. Moi, je viens d'un milieu, d'un monde où il y a beaucoup d'entrepreneurs. Mon père était entrepreneur, tout ça, avec tous les avantages et les inconvénients que ça porte. Donc, quand j'ai commencé ma jeune vie professionnelle, je voulais aller chercher un coffre d'outils solide avant de me lancer en affaires. J'ai toujours eu l'impression que je serais dans un rôle de gestion stratégique ou un niveau de gestion d'entreprise. Puis donc, j'ai vraiment commencé en allant dans les institutions financières, les banques, tout ça, en investissement dans le domaine des fusions-acquisitions. Donc, mettre à profit plus des connaissances plus, on va dire, plus détaillé de la finance, entre autres, et tout ça pour me donner un bon coffre d'outils. Maintenant, j'ai toujours eu cette fibre entrepreneuriale-là parce que j'ai besoin de créer, j'ai besoin d'optimiser les choses, j'ai besoin de trouver des solutions aux choses et j'aime travailler en équipe avec des gens pour bâtir des choses plus grandes que moi. Et mon parcours, ça ressemblait à ça essentiellement. Donc, plutôt conventionnel au début, avec une belle progression dans le domaine de la finance. Puis à un moment donné, j'ai eu 3 enfants très rapprochés. Moi, j'ai eu 3 enfants à 14 mois avec des jumeaux là, pour arrêter l'arithmétique qui devient compliquée dans la tête de tout le monde. Et donc, ce que ça a fait, c'est que j'ai été pendant à peu près 1 an et demi en retrait, on va dire, à prendre soin de mes mousses. Et puis, ça m'a permis de prendre du recul et de réaliser que j'avais envie de traverser de l'autre côté du décor. C'est-à-dire, plutôt que de regarder des projets d'investissement, des choses comme ça, et de les analyser et de les aider, j'allais plutôt les mettre en pratique. Alors, c'est comme ça que j'ai dirigé quelques entreprises avant de lancer Marmotte Énergie. Et quand j'ai lancé Marmotte Énergie, j'avais vraiment j'avais un moment dans ma vie où j'ai décidé que vraiment devait faire partie de mon motto et que j'allais dédier le reste de ma carrière. Avais-tu l'impression dans les emplois plus formels, on s'entend, tu étais proche de l'entrepreneuriat, tu étais quand même dans les CA beaucoup, là. T'avais-tu l'impression que tu étais moins dans la capacité d'action? Ben, j'utilise souvent l'expression, puis je veux pas que personne en prenne ombrage, mais de gérant d'estrade. Puis c'est pas, c'est utile, là, c'est un rôle utile quand même, tout ça. Puis c'est vrai que souvent on a une vision plus grande, souvent avec en regardant plusieurs entreprises de secteurs différents ou tout ça, on peut amener des bons conseils, mais
ce que j'ai réalisé en faisant du terrain, c'est que la réalité est quand même, il y a tellement d'imprévus, il y a tellement de choses qu'on prévoit pas, il y a tellement de choses qui sont faciles à dire, mais beaucoup plus difficiles à faire. Et donc, d'aller dans l'action, de créer, de réellement essayer de changer les choses. C'est difficile aussi de changer les choses à l'intérieur de grandes institutions. On peut le faire, mais ça peut prendre beaucoup de temps, puis il faut beaucoup, beaucoup de diplomatie. J'en avais, mais disons que je suis plus quelqu'un qui a le goût d'un petit peu tasser les murs. Ouais, c'est ça. C'est quelque chose d'un peu plus tangible, tu sais. Tout à fait. Le faire soi-même, c'est vraiment... je suis totalement d'accord. Moi, j'aurais de la misère à être en mode conception, puis juste voir des projets que tu sais pas s'ils vont voir le jour ou quoi que ce soit. Exactement. C'est difficile. C'est difficile surtout pour le mindset d'entrepreneur là, que tu veux avoir des résultats. Là. Exactement. Je le vois que c'est compliqué. Mm-hmm. Puis pourquoi la géothermie? Pourquoi Marmotte? Ça, c'est venu, en fait, bon, l'action environnementale puis écologiste a toujours fait partie de ma vie depuis le cégep. Là. Donc, ça, c'était là. Pourquoi la géo? En fait, quand je me suis retrouvée à un moment donné à chercher une entreprise, je cherchais soit une entreprise à acheter ou une entreprise à partir. J'ai regardé quelques opportunités d'achat, ça n'a pas fonctionné. Puis quand j'avais une dizaine d'idées d'entreprises à lancer, et j'étais à ce moment-là en train de construire un chalet dans le Nord. Puis mon beau-frère qui est architecte, on a discuté beaucoup de ça, puis il était très ouvert d'esprit. Puis on avait envisagé la géothermie. Puis on avait cogné à quelques portes autour de nous. Puis les gens nous disaient, ah non, la géo, c'est trop compliqué, c'est trop cher, bon, blablabla. Ce qui fait qu'on avait abandonné le projet. Mais moi, ça a continué de me titiller parce que je me disais, mais si c'est si efficace, si c'est si fantastique, pourquoi les gens nous le déconseillent? Fait que je me suis mise j'avais du temps à ce moment-là parce que je venais de finir, je venais de quitter une entreprise, là, mandat, donc j'avais un peu de temps. Et puis, j'ai décidé de creuser ça davantage. Puis, je me suis aperçue qu'en fait, la plus grande barrière à l'accès à la géothermie, ben, c'est tout simplement le coût initial de la géo. Cet investissement-là qu'on doit faire en amont et aussi qui payait pour cet investissement-là. Souvent, en investissement, justement, puis c'est là où mon background en finance me servait, c'est que il y a ceux qui font l'investissement, normalement, sont ceux qui vont prendre le risque financier, mais également vont normalement avoir assez de connaissances pour pouvoir apprécier le risque technique puis le risque d'exécution. Le problème, c'est que là, on demande aux gens, des propriétaires de résidences, de prendre ce risque financier-là et de prendre un risque technique sur quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Une toiture, c'est facile. Tu demandes à ton voisin, est-ce que la toiture a été bien installée? Es-tu content de ton entrepreneur? Oui, non. Même chose pour l'installation de ta dernière thermopompe extérieure. Mais pour la géo, qui est quelque chose d'un petit peu plus méconnu, ben il y a une perception technique plus grande pour les gens, à moins d'avoir, comme toi, Jess, une formation en génie mécanique, puis d'avoir eu un background au Philippines. Les deux, vous avez une formation là-dedans, fait que c'est un peu différent. Ce qui fait que, généralement, les gens qui s'intéressent à la géo sont des gens qui ont une très bonne propension technique, une bonne connaissance du technique parce que ça leur fait pas peur. Maintenant, ensuite, il y a l'aspect financier. C'est assez rare des gens... Grosso modo, là, à travers le temps, le coût de la géothermie a beaucoup évolué dans les 15 dernières années, mais souvent, je dis, mais même si c'était 20 000 le coût à débourser, là, c'est rare les gens là, qui ont 20 000 malheureusement, pour tout le monde, là, la vie coûte cher, tout ça. Là, c'est rare que les gens ont 20 000 qui les adorent là, pour faire une petite dépense comme ça. Puis souvent, le système de chauffage dans une maison, c'est une partie, je dirais pas mal aimée, mais la réalité, c'est que les gens ne s'intéressent pas à leur système de chauffage, sauf quand ils brisent ou qu'ils coûtent trop cher d'énergie. That's it, là. Je veux dire, tu ne mets pas à regarder ton système de chauffage le samedi soir. Fait que tu vas plutôt vouloir mettre ton 20 000 sur ta nouvelle cuisine, sur un voyage, sur des expériences, des choses comme ça. Fait que la géothermie rencontre toujours la concurrence, en fait, des autres dépenses. Et au moment où le système de chauffage brise, le moment où tu dois envisager de changer ton système de chauffage, ben souvent, tu as d'autres dépenses aussi, parce que c'est souvent parce que tu viens d'acquérir une nouvelle maison, parce que et puis là, c'est souvent sur la surprise, c'est une dépense qui est non prévue. Pourtant, le système de chauffage, ça demeure après le toit la principale dépense obligée
que tu dois faire à un moment donné dans la vie de ta maison. Alors, j'ai parti tout ça pour dire que j'ai parti une entreprise avec l'idée de monter un modèle d'affaires qu'aujourd'hui, on résume en disant « Energy as a Service ». Ce concept-là n'existait pas à l'époque. C'est un mot on s'est mis à utiliser en 2013, à peu près 2012, en même temps qu'une autre compagnie aux États-Unis, SolarCity, pour ne pas la nommer. Et puis, ça s'est fait en parallèle. Là, l'idée, je l'ai eue en parallèle, mais qui avait été fondée, entre autres, par Elon Musk. Je dis ça avec un petit raclement de gorge avec ce qu'on sait plus récemment. Mais oui, pour juste le nommer, parce que des gens vont l'écouter dans 1 an, 2 ans aussi, le podcast. On est en plein. C'est quoi, là, on est rendu au 4e mois de Super Trump, là? Ouais, c'est ça. Donc, et puis Elon Musk a évolué dans sa pensée, on va dire, et puis on est peut-être un petit peu moins fiers de le citer maintenant, mais disons que SolarCity, c'était aussi le même principe, là. On fournissait des panneaux solaires et les clients n'avaient pas à investir, à faire l'investissement initial et payer une mensualité fixe. Fait que moi, j'ai lancé l'entreprise sur cette prémisse-là. Et puis, on a encore à peu près 80 clients là, qui fonctionnent sur ce format-là. Par contre, les banques, contrairement à ce que je pensais au moment de la fondation de l'entreprise, étaient pas prêtes. Le marché était pas prêt pour financer des systèmes géothermiques comme ça. C'était méconnu, encore une fois. Et donc, ça s'est avéré difficile à financer de façon traditionnelle. Donc, le coût de financement était élevé. Donc, nous, après 6-7 ans dans le domaine de la géothermie, c'est qu'on a fait un pivot, si on veut. Puis, on a décidé de dire, OK, misons sur notre expertise. On est des experts en géothermie. Et faisons en sorte d'amener ça au marché, d'amener l'expertise, d'amener les innovations, de valider les innovations. C'est ce pivot-là qu'on a fait un petit peu avant le COVID là, pour se diriger plus vers l'installation et tout ça des systèmes. Fait que tu dis que tu as des clients qui en ce moment sont sur le mode Energy as a Service. Oui, absolument. 80 clients qui payent mensuellement un montant, puis c'est juste ça. Sur combien de temps? Ben, c'est pas un prêt. Fait que c'est vraiment le principe comme un peu par analogie Microsoft 365. Tu sais, ça n'a pas une durée, mais ton logiciel va toujours être à niveau. Ben, c'est un peu le même principe. Nous, si la thermopompe brise, quoi que ce soit, le service est inclus. Donc, c'est un service en continu pour la vie de l'équipe de la maison. Puis, le système financier n'était pas prêt, les banques n'étaient pas prêtes à financer ça, le mindset n'était pas là. Vous avez fait un pivot qui est totalement pertinent. Penses-tu qu'éventuellement, ça va revenir? On ne l'abandonne pas du tout, ce financement-là. On voit un beau potentiel au niveau je dirais, pas l'institutionnel, mais le petit institutionnel, là, les OBNL, qui ont souvent pas une capacité d'emprunt. Puis on va en reparler tantôt là, quand on parle des subventions. Souvent, les subventions sont extrêmement généreuses présentement, mais elles doivent être financées par les gens qui font le projet. Donc, il y a un enjeu financier là, puis on est en train d'observer un petit peu des solutions là, qui pourraient être amenées pour résoudre cette dynamique-là. Parlant de financement, on est encore dans le parcours entrepreneurial ou on sera en mode entrepreneurial avant de rentrer dans le technique. Là, on va rentrer dans le technique. Partir d'une entreprise, c'est pas évident en partant. Tu as un background en finance, entre autres. Puis la géothermie, c'est des grosses sommes aussi là, pour pouvoir mettre ça en branle. Comment ça s'est passé le financement de ton entreprise? Ça a été en fait sous forme de capital. À l'époque, l'idée, c'était de mettre du capital et d'ensuite lever du financement bancaire pour faire le reste. C'est le financement bancaire qui n'a pas suivi. Fait que c'est sûr que là, c'est là où le modèle d'affaires ne fonctionnait pas parce que les attentes des actionnaires en capital sont plus élevées. Puis, finalement, on a érodé l'accès au capital là, à travers le temps. Donc, ça n'a pas été facile, là, ça c'est certain. Malheureusement, parce qu'en fait, la réalité, c'est qu'on le voit aujourd'hui, tout le modèle qui avait été défini là, au départ donne encore des redevances là, sur une base mensuelle et puis s'avère au niveau financier compétent. Mais bon, c'est souvent le cas des entreprises qui sont lancées, particulièrement dans des domaines émergents. C'est que soit qu'on arrive trop tôt, soit qu'on arrive avec une formule qui n'est pas tout à fait adaptée à son marché.
je pensais avoir vraiment. C'est comme disent les Chinois, it's an humbling experience que de lancer une entreprise. Et puis, il faut savoir réaliser que parfois, on n'a pas toujours raison. Voilà. À titre informatif, juste une machine de forage, là, Ouais. on est proche de quel coût, là? 1,5 million. Ouais. C'est pas du petit capital. Non, c'est pas du petit capital. C'est quand même grosse envergure, là. Tout à fait. Non, c'est ça. C'est des gros investissements. C'est des grosses barrières à l'entrée. Et puis, c'est difficile dans les premières années aussi au niveau de la logistique parce qu'il y a des économies d'échelle. Lorsque tu es rendu avec 15 foreuses, ben, tu sais, il y a des économies d'échelle que tu n'as pas quand tu en as. Fait que disons que c'est une entreprise qui est assez complexe à monter. Par comparaison, tu sais, j'ai géré une entreprise manufacturière avant qui avait une centaine d'employés, qui fonctionnait 365 jours par année, 24 heures sur 24, syndiquée, puis une autre dans le domaine technologique qui avait à peu près, je sais pas, une pile incroyable de brevets. Je pense qu'on avait une centaine de brevets. Puis c'était pas mal moins compliqué à gérer qu'une start-up en géothermie. Dans le domaine de la construction, je peux vous dire ça, et de loin. Ouais, et de loin. Pourquoi Hydro-Québec a soudainement mis en place une subvention aussi importante pour la géothermie? Parce que c'était très populaire au début des années 2000. Ça a disparu du paysage québécois, en tout cas dans le CVAC québécois du moins. Puis là, je pense que c'est janvier 2024 que des bonnes subventions sont revenues. Qu'est-ce qui est arrivé? T'as cogné à la porte d'Hydro-Québec, t'as dit « Hey! » Non, ben écoute, il y a plusieurs facteurs, j'ai l'impression, qui sont... tu sais, à un moment donné, des fois, les planètes s'alignent, mais il faut comprendre que les facteurs structurants, au départ... le prix de l'énergie au Québec est relativement bas. 70% et plus des maisons sont chauffées avec des plaintes électriques, donc moins compatibles avec la géothermie. Et dans les années 2000, en effet, Hydro-Québec avait mis une aide si ma mémoire est bonne, c'était autour de 7 000 à 8 000 $. Puis il y avait une autre aide aussi. En tout cas, ça faisait 12 000 $. Puis le prix des projets à cette époque-là coûtait entre 20 et 30 000 $. Ce qui fait que le déboursé était autour de ça, là, 15 000 $, quelque chose comme ça. Ça avait donné un petit boost, quoique c'est resté un marché de niche. Là. On parle de, je pense, ça a monté à 800 projets, 1000 projets par année au Québec. Là. C'est un marché ultra niché encore, mais quand même, ça avait eu un très bon effet. Ils se sont retirés. Ça, je connais pas l'histoire, pourquoi ils l'ont fait exactement, mais peut-être que ça donnait pas suffisamment. Je me souviens d'avoir entendu un politicien me dire la géothermie, de toute façon, c'est juste pour les riches. Donc, peut-être que c'était vu comme étant une mesure élitiste. Je ne sais pas. Ça, c'est certains qui étaient là à l'époque pourraient en parler davantage. Puis là, il y a eu une espèce de creux, mais un creux là incroyable là, de 2010 à 2018. Moi, c'est à ce moment-là où j'ai eu la chance de lancer l'entreprise, où là, les subventions sont comme disparues. Il y en a d'autres qui sont réapparues. Nous, on a vécu toute une saga avec une subvention qui devait être dédiée à la géothermie, entre autres pour nous, et qui a finalement, on a été les seuls à pas pouvoir en être bénéficiaires, l'entreprise Marmotte Énergie, compte tenu de son modèle d'affaires un peu innovant. Revenu Québec avait interprété d'une façon assez étrange le projet de loi qui avait été porté par le ministre de l'Énergie de l'époque. Et puis, en tout cas, nous, avec notre modèle d'affaires, nos clients n'étaient pas admissibles. Ça a été extrêmement, extrêmement difficile pour l'entreprise. Mais tout ça pour dire qu'il y a eu à la même époque aussi l'arrivée des thermopompes air-air aussi. Puis, faut se le dire, les thermopompes air-air ajoutaient de la confusion dans l'esprit des gens aussi, dans la compréhension de l'efficacité énergétique et tout ça. On pourra en reparler plus en détail. Mais pour Hydro-Québec, je pense, moi, ça fait longtemps que je fais des représentations auprès d'Hydro. Je pense que ma première rencontre avec Hydro, bien après avoir siégé au conseil d'administration, by the way, là, en 2015, 2016, 2017, là, était justement à l'effet que c'était une infrastructure énergétique qui permettait d'aplatir la pointe. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai martelé. J'ai déposé des mémoires dans des commissions parlementaires, des choses comme ça. Fait que, est-ce que ça a fait le chemin ainsi que plein d'autres personnes qui ont fait les mêmes démarches que moi en parallèle, puis à un moment donné, ça a amené son... Puis je pense qu'il y a eu quelques personnes au sein d'Hydro aussi qui ont eu un déclic. À partir du moment où ils ont réalisé que de construire des nouveaux barrages coûtait plus que 10 sous le kilowattheure, en fait, et que pour atteindre les besoins en pointe,
des Québécois, avec en plus l'avènement des autos électriques, ils sont vite aperçus que l'infrastructure telle qu'elle était construite présentement serait pas suffisante pour rencontrer les besoins. Et là, toutes les mesures éco-énergétiques sont devenues hyper intéressantes. Et, tu sais, sur toute mesure éco-énergétique, il n'y en a aucune qui est capable à la fois de décarboner à 100% et de réduire 70% de la pointe énergétique. Il n'y en a pas d'autres qui peuvent atteindre ce genre de performance-là. Fait que là, il y a eu quelqu'un qui, à un moment donné, a eu le déclic, puis le gain est assez évident pour eux. Ça leur revient. Moi, j'ai fait un petit calcul là, à la louche un petit peu rapidement, mais ça leur coûte approximativement 5 à 6 sous le kilowattheure, les programmes qu'ils mettent de l'avant présentement. C'est beaucoup moins cher que de construire un barrage. C'est beaucoup moins risqué aussi. Donc, on comprend très bien que d'un point de vue financier, Hydro-Québec, il voit vraiment son compte. C'est ça qu'on se demandait, parce qu'il y a comme il y a plusieurs subventions qui existent en ce moment, en 2025, au moment qu'on tourne. Je perds les noms, là, mais je pense que c'est quoi? C'est Logivert. Le programme Logivert pour les résidentiels, qui est très, très généreux. On parle de 750 $ par 1000 BTU. Donc, ça donne pour l'équivalent de besoin de 4 tonnes là, sur une maison. Là, ça va donner 36 000 $ de subvention. Ça peut aller jusqu'à un maximum de 54 000 $. Ça a été un petit peu au-delà au démarrage de Logivert, mais là, ils l'ont plafonné à compter du 28 août cette année. Ça va être plafonné à 54 000 $, mais c'est déjà extrêmement généreux. Ensuite, il y a le programme OSE d'Hydro-Québec aussi, qui est pour les plus grands bâtiments. Donc, tout ce qui est 20 logements et plus, ainsi que tout ce qui est industriel et institutionnel. Donc, jusqu'à un maximum, je crois, de 3 millions, quelque chose comme ça. Donc, c'est un gros programme qui, lui, peut aller jusqu'à 75% de la valeur du projet. Notre expérience, c'est plus entre 40 et 60% de la valeur du projet, mais quand même, c'est substantiel, sachant que souvent, ces investissements-là sont faits dans le cadre d'une modernisation. Donc, il aurait fallu le faire de toute façon. Donc, ça améliore nettement. Là, c'est vraiment un changement de paradigme là, qu'Hydro-Québec amène dans le marché. Là. C'est pas compliqué. Ils veulent faire en sorte que, plutôt que de construire des barrages, on construise la géothermie sous nos maisons et sous nos bâtiments. C'est vraiment ça. Ensuite, bon, il y a eu d'autres programmes moins efficaces, selon moi, dont Réno Climat. Rénovert, ça a été la catastrophe dont j'ai parlé tantôt, là. Mais Réno Climat, qui a quand même bien fonctionné pour toutes sortes de rénovations éco-énergétiques, dont la géothermie faisait partie. C'était 5 000 $. On va dire, ça change pas tant la donne, surtout depuis le COVID, il y a eu des grosses augmentations dans les coûts. C'était plus significatif. Il y a eu le programme Maison plus verte par le fédéral, mais bon, qui favorisait plus les programmes à l'extérieur de la province, donc qui était plus, en tout cas, c'était moins adapté. Mais le Maison plus verte est quand même encore intéressant pour des maisons existantes parce qu'il y a encore des sommes pour le prêt Maison plus verte, qui est un prêt sans intérêt de 40 000, qui peut aller jusqu'à 40 000 $ pour les dépenses éco-énergétiques. Fait que ça peut s'appliquer pour d'autres types de dépenses éco-énergétiques, mais la géothermie en fait partie. Fait que souvent, ce qui va manquer de ce que le Logivert paye pas sur un projet peut être financé avec le prêt Maison plus verte. Fait que ça, c'est super intéressant. C'est un petit peu compliqué comme programme, là. Il faut passer par un test Réno-Climat, ensuite faire des démarches avec des formulaires, blablabla. Mais avec un petit peu de persistance, là, c'est tout à fait possible d'y avoir accès. Puis là, on le voit vraiment, là, Hydro-Québec vient d'annoncer encore là, des grosses subventions qui vont aller vers le solaire. Là, on est en début 2025. Ben, pas début, on était déjà à l'été 2025. Oui, en effet, le temps passe. mais oui, la subvention, là, Logivert et tout ça, est-ce qu'on est à ses débuts? On va-tu voir une subvention qui va grandir, qui va rester? Je pense pas là, que le montant, là, le 50 000 va augmenter. Ça, je suis pas dans le secret des dieux, là, mais ce que je comprends, parce qu'on a quand même on a été bien consulté. Hydro-Québec a bien fait ses devoirs dans ces démarches. L'industrie a été consultée à plusieurs reprises pour savoir s'ils étaient bien alignés. Ils font des mises à jour régulièrement, entre autres au niveau industriel puis commercial. Ils sont très, très à l'avant-garde de ce point de vue-là. Mais ce qu'on sait, c'est que, ou ce qu'on nous dit, c'est que l'enveloppe budgétaire
est tout à fait dédiée. J'ai entendu des milliards de dollars. Là, je ne sais pas exactement l'enveloppe, exactement à combien elle est, mais c'est vraiment substantiel et elle serait dédiée jusqu'en 2029 déjà. Fait qu'on a comme une sorte de perspective super intéressante de ce point de vue-là. Et un autre message aussi qui nous a été dit, c'est que c'est pas voué à disparaître. C'est plutôt voué à être adapté pour être plus efficace encore. OK? Donc, c'est vraiment, ils ont vraiment une vision structurante de l'efficacité énergétique. Ce qu'on appelait, je pense que c'était Royal à l'époque qui avait sorti la notion de négawatt, alors qui a été plusieurs fois repris par la suite. Là. Mais cette notion-là est très, très importante. Puis je pense qu'ils ont compris ce phénomène-là chez Hydro. Il va falloir les inviter, hein? Pas les inviter, c'est déjà fait, là, mais il va falloir leur parler, là, Hydro-Québec. Là. D'ailleurs, si les gens écoutent en ce moment, on a déjà des contacts, là, mais s'il y en a qui se sentent d'âme à venir parler, là, je serais content de parler plus en détail de la vision que tu apportes en ce moment dans le podcast, très bien articulé d'ailleurs. Là. Ça ne doit pas être évident comme méga grosse entreprise de justement faire un mouvement de changement. On a parlé en début de podcast, là. Une grosse entreprise, tu as une impression d'être gérant d'estrade parce que Colin, c'est long à bouger. Puis là, c'est un enjeu majeur sociétal, c'est un enjeu direct au quotidien là, pour l'énergie, c'est super important. Puis il faut que ça bouge. Il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Quand je disais tantôt qu'il y a une question d'alignement des planètes, parfois ça prend une étincelle. Souvent, je vois là, il doit y avoir eu quelque part un intrapreneur, là, quelqu'un qui a eu une vision, un visionnaire ou une visionnaire au sein de l'Hydro ou un groupe de visionnaires qui ont été capables de porter une idée un petit peu qui sortait du paradigme parce que souvent dans des très grandes sociétés comme ça, chacun a un petit peu ses chasses gardées puis ses visions. Tu sais, la géothermie est méconnue. Il y a plein de mythes qui sont associés à la géothermie puis j'haïrais pas qu'on les déboulonne, là, qu'on ait l'occasion de les déboulonner un peu. Mais ces mythes-là, tout le monde les a ou la plupart des gens moi, je dis souvent, la géo est très peu connue. J'ai entendu une statistique américaine, 8% des gens connaissent le mot géothermie. C'est pas beaucoup. Puis parmi les 8%, il y en a beaucoup qui connectent le mot géothermie à c'est très cher ou encore, puis là, je pourrais parler de des mythes. Fait que, bref, tous ces mythes-là qui sont associés, il y a des gens chez Hydro, les décideurs, un peu partout, pas juste là, au gouvernement, les politiciens et autres, qui les partagent. Et donc, déboulonner des mythes, c'est très, très, très difficile. Alors, ça prend un bel alignement des planètes. Ben, allons-y. Tu as dit quelque chose tantôt qu'on va juste élucider pour des gens qui ont entendu tantôt. Ah, une maison standard, c'est 4 tonnes. OK, ça va me prendre une grue pour apporter. Non, pas 4 tonnes. Là. OK, oui, c'est ça. Allons-y. C'est pas des tonnes pesantes, c'est ça. Non, c'est des tonnes, des tonnes légères ou légères, selon. C'est plus léger quand c'est légère. C'est ça. Ouais, moi aussi, légère. En fait, c'est 12 000 BTU par heure. En fait, c'est une mesure de puissance. Fait qu'au lieu de parler de 36 000 BTU par heure, on va parler de 3 tonnes. Donc, c'est 12 000 BTU par heure par tonne de climatisation. Puis ça vient de l'époque pré-climatisation, où on calculait qu'avec 1 tonne de glace, on avait environ 12 000 BTU de puissance par heure. C'est de là ça vient. C'est pas, tu mets une machine de 2 tonnes sur le bord de ta maison, la maison va pas tomber. Non, c'est ça, c'est un bon point. Puis en fait, ces deux mesures-là, les BTU/heure puis les tonnes, sont aussi corrélées avec les kilowatts. Ce qui fait que c'est toute la même façon de mesurer une puissance, dans notre cas thermique. Ça, c'est important. Les gens comprennent pas souvent la différence entre les kilowatts électriques et les kilowatts thermique. Dans notre cas, c'est de l'énergie thermique, donc qui fonctionne avec l'énergie électrique par ailleurs, mais donc, ouais, tout à fait. C'est, comme dirait l'anglophone, c'est confusant. Ouais, c'est ça. Puis là, quand on rentre les kilowatts puis les kilowattheures, les kilowatts étant la puissance, les kilowattheures étant l'énergie. Alors moi, souvent, j'utilise l'image d'un tuyau. Les kilowatts, c'est la grosseur du tuyau, puis les kilowattheures, c'est le débit d'eau qui passe dedans. Alors, c'est souvent Ben vas-y, crash course géothermie, défaisons les mythes, parle-nous des mythes. On veut comprendre c'est quoi la géothermie for dummies. Là, vraiment. Ouais, géothermie for dummies. Bon, géothermie, c'est d'abord et avant tout un système. C'est un système qui utilise, en fait, la chaleur qui vient du soleil. En fait, c'est la chaleur du soleil entreposée dans le sol. Donc, c'est de l'énergie solaire qui est entreposée dans le sol sous nos pieds et qui va rester captée dans le roc
sous nos latitudes. Là. Puis, en fait, c'est qu'il y a une confusion du mot géothermie. Je vais faire un petit pas en arrière avant d'aller dans le technique de la géothermie dont on parle aujourd'hui. Là. C'est que souvent, on va associer la géothermie, on a entendu l'Islande, elle fait de la géothermie. Mais ça, l'Islande, c'est que là, c'est l'énergie de la Terre, la chaleur immense du cœur de la Terre. Souvent, la croûte terrestre est plus mince à certains endroits de la Terre. Et donc, cette énergie-là est tellement forte, l'énergie thermique de la Terre est tellement élevée qu'ils sont capables de prendre de l'eau, puis l'eau va être sous forme de gaz, puis va être capable de faire fonctionner des turbines, puis vont être capables de produire de l'électricité avec ça. Ça, c'est l'énergie à très haute température, comme on a en Islande, puis à certains autres endroits dans le monde, en Guadeloupe, puis bon. L'énergie moyenne température va utiliser le même principe, va utiliser aussi l'énergie thermique du centre de la Terre dans des conditions. Donc, on va creuser très profondément, puis là, on va aller chercher notre eau, qui est toujours notre médium, puis on va réchauffer des procédés parce que des fois, l'eau peut être à 100 degrés sous terre ou en dessous. Mettons qu'on est entre 50 degrés Celsius puis 100 degrés Celsius, on va travailler plus en moyenne température. Nous, on travaille avec les 300, 500 premiers mètres sous nos pieds. À cette latitude-là, on a deux effets. On a le soleil qui plombe sur la Terre, puis on a aussi l'effet du centre de la Terre qui va réchauffer. Alors, celui qui vient du centre de la Terre, on va l'appeler le gradient géothermique. Donc, il va donner 1 degré à peu près à tous les 100 mètres sous nos latitudes. Mais nous, vu qu'on est vraiment dans la première partie au-dessus, c'est surtout le solaire dont on parle. Lorsqu'on creuse à peu près à 4 mètres sous terre et au-delà, la température ne bouge pas tout au long de l'année. Même s'il fait moins 42 000, puis même s'il fait plus 35, c'est toujours la même température. Puis sous nos latitudes, c'est 9 degrés Celsius, à peu près. OK? Donc, la géothermie, ça fonctionne de façon assez similaire avec les thermopompes à l'air. OK? On a littéralement le phénomène de la thermopompe, qui est bien connu de la plupart des gens, c'est-à-dire qu'il va être capable, les climatiseurs fonctionnent un peu avec la formule de la réfrigération, les principes de réfrigération. Puis là, Jean-Sébastien, c'est toi qui vas expliquer le détail des principes de réfrigération si tu veux aller là. Mais je peux t'aider, là, vu que tu es là, pour l'image de ça. En fait, le thermopompe, pensons littéralement au mot, c'est thermopompe. C'est une pompe à chaleur. Sa job, c'est de pomper de la chaleur d'un bord vers un autre bord. Une thermopompe à air va prendre la chaleur en climatisation, va enlever le chaud de la maison, le mettre dehors, puis en hiver, c'est l'inverse. C'est la même chose qu'un frigo. Exactement, le frigo. Va enlever de la chaleur. Frigo qu'on utilise, nous, toujours comme exemple. Et la thermopompe géothermique fait la même chose. La seule chose, c'est que nous, notre médium, c'est de l'eau qui circule dans un puits géothermique qui est dans le roc à 9 degrés. Fait que dans le fond, on fonctionne toujours dans des conditions optimales pour une thermopompe, pour une pompe à chaleur. C'est-à-dire travailler à des températures de 9, 10, 12 degrés, c'est l'idéal. C'est comme si on habitait, je sais pas moi, à Atlanta pour une thermopompe à l'air. OK? Mais à l'année, tout le temps, on a un 9 degrés. Fait que notre efficacité, c'est pour ça que c'est à peu près, on a un COP de 3, 4, 5, parfois 6 en climatisation, tandis qu'une pompe à chaleur traditionnelle à l'air va avoir des COP plus bas. COP, comme là, vous allez lire mon anglais, j'ai de la misère. Coefficient of performance. Oui. Ou coefficient de performance, qui est le gain. Pourquoi on dit qu'une thermopompe est autant à air ou hydraulique, là, comme géothermique, là? Le gain, l'efficacité énergétique est là. C'est pas que la thermopompe crée de l'énergie, c'est juste qu'elle consomme moins d'énergie pour pomper plus d'énergie. Puis le ratio de, mettons, elle te donne 5000 watts, juste pour m'aider tout le monde, on ne parlera pas de BTU, on parlera de watts, c'est plus facile. Ça te donne 5000 watts, mais elle en consomme 1000 pour fonctionner. Elle a un ratio de 5, donc un COP de 5. Plus le différentiel de température entre ce que tu vas lui donner et que tu vas aller chercher ta chaleur est élevé, meilleur est le ratio aussi. Quand tu disais que le 9 degrés Celsius est idéal, ben c'est parce que quand tu vas aller domper littéralement ta chaleur, mettons en climatisation, aller en prendre, ben le fluide arrive à être plus chaud que ça, puis est capable de transférer la chaleur de façon plus efficace. Donc, voilà le COP. Voilà le principe de la géothermie. Ce qui fait que quand je dis que c'est un système, c'est qu'il faut bien balancer la perte de charge du bâtiment. Ça, la perte de charge du bâtiment, c'est quoi? C'est la quantité d'énergie qui est perdue par le bâtiment
à chaque minute, à chaque heure, ou qui est gagné par le bâtiment à chaque minute, à chaque heure. Et ça amène une pointe de charge. Donc, il y a une journée dans l'année où la maison ou le bâtiment va perdre le plus d'énergie, puis il y a une journée dans l'année où elle va gagner le plus d'énergie. Alors, ces calculs-là, en fait, nous permettent de dire, OK, ben, quel type d'équipement, quel type de puissance de pompe à chaleur va être capable de combler ça pour permettre à notre bâtiment de maintenir le point de consigne à 22 degrés. Alors ça, c'est la première démarche. On va choisir la bonne thermopompe qui va être capable de fournir cette chaleur-là. Maintenant, vu que nous, on travaille en géothermie, ben, la thermopompe géothermique, on va avoir besoin d'un échangeur géothermique qui, lui, va être dans le sol, dans le roc, et qui va donner suffisamment d'énergie thermique à notre thermopompe géothermique pour être capable de compenser et de donner toute la charge au bâtiment et maintenir la température de façon efficace tout au long de l'année. Alors, au Québec, très fréquemment, dans les bâtiments de type résidentiel, la pointe de charge est en chauffage. C'est de moins en moins vrai dans les bâtiments très, très neufs, mais en général, c'est le cas. Dans les bâtiments commerciaux, on va avoir des fois des pointes de charge qui sont en climatisation. Alors, ça, c'est... Mais surtout pour Hydro-Québec, la pointe de charge est pendant les temps de chauffage. Tout à fait, Ce qui rend le business case intéressant. Absolument, mais ici, en plus, on a l'avantage, en fait, on est balancé. Puis les changements climatiques, malheureusement, font en sorte qu'ils ont de plus en plus de pointes l'été. D'ailleurs, Hydro-Ontario, eux, leur pointe est en climatisation. Donc, si on prévoit malheureusement que les températures qui sont présentement à Toronto seront dans 75-100 ans ici, ben en fait, on sera probablement équilibré complètement sur les deux. Ouais. Et la géothermie a toute sa portée là-dessus. Bon. Est-ce que ça résume bien la géothermie en tant que telle, petit crash course? Puis c'est vrai pour chauffer une résidence, une maison, la climatiser. C'est vrai aussi pour faire de l'eau de procédé pour des industries, OK? Pour faire de la réfrigération industrielle, pour réfrigérer un aréna, pour chauffer une piscine creusée, une piscine institutionnelle. Toute forme, à chaque fois qu'on a besoin d'eau chaude, d'eau froide, d'air chaud, d'air froid, la géothermie est appropriée. Je joue l'avocat du diable ici. Alors, un de nos auditeurs va peut-être nous dire, alors une thermopompe air-air fait aussi la même chose. Alors, c'est quoi l'avantage d'une thermopompe? C'est quoi l'avantage d'aller en géothermie versus une thermopompe air-air? C'est quoi les grosses différences entre ces deux technologies-là? Elles sont similaires. Oui, d'abord, elles ne fonctionnent pas aux mêmes températures, comme Jean-Sébastien l'expliquait tantôt. La thermopompe à l'air va prendre son médium, ça va être l'air, d'échange, ça va être l'air. Donc, la température varie énormément. Quand il fait moins 25, c'est pas vrai ça demande énormément d'énergie pour extraire de la chaleur de cela. Et de l'autre côté, quand il fait 35 degrés dehors, ça demande aussi beaucoup d'énergie pour l'amener à 6, 7, 8 degrés, là, qui est la température des serpentins de réfrigération. L'autre aspect aussi, c'est que les équipements sont à l'extérieur du bâtiment. Tandis qu'en géothermie, les équipements sont à l'intérieur du bâtiment, ce qui amène une durabilité aux équipements beaucoup plus grande. Ça, c'est quand même un facteur non négligeant quand on pense aussi à l'esthétique de ces bâtiments. Tu sais, quand on regarde les toits de Montréal, quand on regarde en banlieue, saviez-vous que la plus grande source de chicane entre voisins, c'est les thermopompes bruyantes? OK? Donc, ça, c'est un gros avantage non négligeable dans le vivre ensemble et dans la durabilité. Quand on parle de durabilité en environnement, on ne parle pas juste d'économie d'énergie ou des choses comme ça. On parle aussi de biens qui vont durer longtemps. Une thermopompe air-air a une durée de vie maintenant, malheureusement. Ça n'a pas toujours été le cas. Auparavant, on avait des thermopompes qui pouvaient durer 25-30 ans, comme on avait des frigos puis des laveuses puis des sécheuses qui duraient 25-30 ans. Mais aujourd'hui, malheureusement, c'est plus dans le 10, 12 ans, 15 ans. Okay? Donc là, on parle quasiment de disposable. Tu sais, les thermopompes climatiseurs air-air, là, maintenant, là, ça revient de façon fréquente. Tandis qu'une thermopompe géothermique, durée de vie d'à peu près 25 ans, on en change des fois qui ont 33, 34 ans. Et les puits géothermiques, c'est comme pour la durée de la maison. Là. Tu y reviens plus. C'est en dessous de la terre. C'est ni vu ni connu. Donc, il faut voir ça vraiment comme une infrastructure. On fait un bon solage à une maison parce qu'on veut que notre maison tienne pour longtemps. On se met un bon puits géothermique pour que la maison consomme peu longtemps. Vu justement l'aura de permanence où justement c'est en dessous de la maison,
le puits géothermique. Je comprends que c'est beaucoup moins exposé. Puis encore une fois, je fais l'avocat du diable, mais c'est juste que c'est des questions probablement que tout le monde se pose. Absolument. Est-ce que ça arrive des puits géothermiques qui lâchent? J'ai entendu des histoires, réparé quelques cas. L'année 2000 auquel tu référais tantôt, il y a eu malheureusement une espèce de... J'espère que ça n'arrivera pas présentement là, avec l'arrivée des nouvelles aides. C'est que les aides financières parfois amènent moi ce que j'appelle des cow-boys dans le marché là, et malheureusement c'est pas la majorité là, on s'entend là, mais malheureusement il y en a quelques-uns qui connaissent pas les bonnes pratiques ou qui courent aux bonnes pratiques. Et il y a eu quelques cas en effet. Mais lorsque c'est bien fait là, la géothermie, les puits géothermiques, il y a aucune raison que ça fuit. Alors, c'est un problème dans le processus d'installation qui peut avoir un impact. Et ça, si les bonnes pratiques sont mises en œuvre, normalement, ça ne se produit pas. C'est quoi les pressions de fonctionnement de l'eau? C'est de l'eau glycolée, donc le glycol qui est là pour un antigel, j'imagine. Là, C'est quoi les pressions de fonctionnement? Écoute, je me souviens plus. Je pense que c'est 15 PSI, mais je ne suis pas certaine. Je sais qu'on fait nos tests à 40 PSI, mais je ne suis pas certaine. Fait que je ne voudrais pas être pris là-dessus. Pour comparer, mettons, des thermopompes à air, ça va fonctionner entre 150, puis des fois, on fait des tests pour checker des fuites à 500 PSI. Bon. Fait que, tu sais, la raison pour laquelle je te posais la question, c'est pour argumenter dans le sens de la géothermie. C'est 15 PSI à 40 PSI avec les tuyaux que vous allez mettre. C'est pas ta grosse pression. Les tuyaux, tu es capable de prendre ça en masse. Puis nous, nos tuyaux, là, c'est du HDPE. C'est épais. Ça fait à peu près 4 mm d'épais. Ça a une demi-vie de 150 ans. C'est enfoui dans le sol, ni vu ni connu. Ça ne se changera plus pour l'éternité. Ou presque notre éternité, à notre échelle en tout cas. Et tandis que les thermopompes à air, il y a deux parties, un tout, puis il y a des connexions en cuivre, souvent là, des tuyaux en cuivre, qui sont soudés manuellement sur site. Et comme le gaz, qui est un gaz réfrigérant qui fait la connexion entre les deux, c'est des molécules beaucoup plus petites, la moindre petite fuite fait en sorte que tout ce gaz-là va s'en aller dans l'ozone. Puis on le sait que ce type de gaz-là, quoi qu'il l'améliore à chaque... Là, on a un nouveau là, qui vient d'être lancé, mais ça demeure des gaz qui ont un impact extrêmement important sur les gaz à effet de serre, alors que nous, le liquide qu'on a, le liquide caloporteur, c'est un mélange d'eau puis d'éthanol. C'est un grade alimentaire. C'est comme si je vous disais, oups, j'ai échappé mon dry gin dans le gazon. Est-ce que j'appelle le ministère de l'Environnement pour ça? La réponse, c'est non. Là, c'est vraiment pas aucun dommages potentiels à l'environnement si jamais il y a une fuite. Tandis que c'est pas vrai. Puis quand tu connais l'industrie du HVAC, du CVAC, tu sais comment les gens changent les thermopompes et que le gaz, tu sais, souvent, malheureusement, il y a encore des gens qui coupent le circuit, laissent le gaz s'évaporer, il n'y a personne ni vu ni connu. C'est pas ça les bonnes pratiques. Mais malheureusement, il y en a encore beaucoup. Oui, c'est comme tu disais, il y a du cowboy, cowboyisme, quand même beaucoup. Puis là, parlant de ça rapidement, puis ça va encore une fois argumenter vers la géothermie, je prédis un désastre environnemental puis business avec les changements de réfrigérants qui ont cours en ce moment. Il y a quelques années, on était le Fréon. Il y a vraiment longtemps, on disait c'est pas bon, on a changé différents gaz. Maintenant, on est arrivé au R22, puis là, on a fait c'est pas bon, on va remplacer ça au 410. Puis quand je dis pas bon, c'est une potentiel de réchauffement climatique. Donc, le gaz réfrigérant idéal, c'est littéralement du CO2. CO2, en passant. that's it. Ça existe, ça fonctionne pour des raisons industrielles de payback. Tu finances une année ta R&D, t'as des équipements. On le fait pas encore, mais pourtant, il y a des thermopompes, par exemple, la thermopompe, le chaud-froid thermopompe Sanden utilise du CO2. C'est incroyable. Qui a littéralement un réchauffement global de 1 pour 1. Là. Oui, c'est ça, exact. Sur le CO2. Là. Exactement. Donc, non, ça, c'est l'avenir. Ça, on peut se le dire. Là, le CO2, c'est définitivement l'avenir. Là, malheureusement, les manufacturiers sont allés vers le 454, qui est quand même mieux que le 410, mieux que le R22, mieux que le Fréon. Mais ça demeure des gaz avec un impact sur... Mais le challenge n'est pas tant, selon moi, dans l'impact, parce que oui, il y a toujours un impact, puis c'est vrai que ça améliore. C'est que là, tu as plusieurs versions. Puis si c'est une machine chinoise, japonaise, whatever, tu vas avoir le 454A, tu vas avoir le B, et ils sont inflammables aussi. Ça ne veut pas dire que ça va exploser, mais il y a des enjeux avec ça.
Fait que puis dans la vraie vie, tu arrives, mettons, un technicien frigoriste va avoir différents cylindres à sa disposition. Puis ceux qui coupent les lignes, c'est parce qu'ils veulent pas se badrer à faire la récupération. Ou des fois, tu arrives que je ne préconise vraiment pas ça, mais je suis capable de comprendre comment la psyché humaine arrive au moment de il faut que je fasse ce service, ma barbonne de récup est à côté dans le tapis. Puis là, tu peux pas récupérer du 410 dans du 22. Exact. J'ai pas la bonne bonbonne. C'est ça aussi qui. Pas la bonne bonbonne. Je suis encore en retard. Des calls de service de réfrigération, c'est souvent interminable. Tu sais pas qu'est-ce qui arrive. Puis à un moment donné, t'es blasé après 15 ans de la job. Fait que tu sais, je vois comment ça va arriver à OK, je m'en sac, je coupe la ligne, puis j'ai pas la bonne bonbonne. Oups! Mais c'est un désastre. Ouais. C'est vraiment pas positif. Puis en plus, ça coûte l'argent, tout le kit. Donc, non. Nous, en Géo, non seulement on n'a pas cette ligne de réfrigération, on n'a aucune ligne de réfrigération, ligne de gaz à l'extérieur de l'appareil. On a un petit échangeur avec du gaz à l'intérieur, mais qui est scellé, qui est fait en usine, qui est testé avant d'être rempli en usine. Donc, il y a beaucoup, 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 beaucoup moins de risques et qui est enveloppé aussi. Alors, tu sais, c'est vraiment, c'est pas du tout la même dynamique. Fait que sinon, aussi, c'est certain que la durabilité, on en a parlé. L'efficacité est nettement supérieure, quoi qu'en disent les manufacturiers de thermopompes à l'air. Parce que on entend beaucoup, puis je vous dirais que la géothermie, un des mythes qu'on doit toujours déconstruire, c'est tu sais, ça vaut plus la peine de faire la géo maintenant parce qu'il y a des thermopompes à l'air qui sont tellement performantes, ils fonctionnent jusqu'à moins 18, blablabla. Mais la réalité, c'est que oui, ils fonctionnent jusqu'à moins 18. Oui, ils continuent de donner de la chaleur, mais leur COP, il est rendu souvent inférieur à 1 parce qu'il faut qu'ils arrêtent quelques minutes par heure, parfois 5-10 minutes par heure pour dégivrer. Puis, en plus, leur COP est très, très mauvais. Et c'est que à l'intérieur de ces thermopompes-là, qui ne sont pas données, by the way, qui coûtent aussi cher qu'une thermopompe géothermique si tu exclues le coût du forage, là, souvent. Et juste, je refais une petite parenthèse, le forage, l'Ogiver le comble totalement. Donc, ça ne justifie pas de ne pas aller en géo maintenant d'un point de vue économique, même vis-à-vis d'une thermopompe à haute efficacité. Mais les thermopompes à haute efficacité ont évolué beaucoup au niveau de des compresseurs à vitesse variable et ainsi de suite, ce qui les a rendus quand même assez efficaces. Mais la géothermie, elle s'en va dans la même direction aussi, ce qui fait que des thermopompes, en général, s'élèvent à la même rapidité. On a là, présentement certaines thermopompes qui peuvent aller jusqu'à des COP de 6. Là. C'est quand même assez exceptionnel. Tu sais, la coefficient de performance est très important parce que c'est ça qu'on veut, on cherche, mais la géothermie aura toujours une longueur d'avance. Là, on parle beaucoup de coûts, puis encore une fois, je ne veux pas te compromettre puis compromettre à avoir un prix fixe, là, mais c'est quand on parle de coût, là, c'est-tu vraiment pour les riches? Ça ressemble à quoi le prix moyen d'un forage là, ou d'une installation géothermique là, pour une maison, disons, 2000 pieds carrés ou c'est standard? C'est toujours difficile de répondre à ça parce que ça dépend du type de système de distribution dans la maison. Je mets ce bémol-là. Ça dépend si c'est un rétrofit ou si c'est une maison neuve. Ça dépend de ce que tu inclus dans la géo parce que, tu sais, est-ce que tu inclus les thermostats, le préchauffage de l'eau, l'échangeur d'air, puis tout ce qui vient avec. Mais disons qu'une géo rétrofit... présentement, là, ça tourne entre 45 et 55 000 sur une OR. C'est quand même pas donné, mais tu vas avoir, puis pour l'exemple que tu as donné, tu vas avoir une aide financière de 36-48 000 $. Tu sais, dans le fond, le net, là, dans les cas assez optimisés, c'est pas rare qu'on a un coût à débourser variant entre 10 et 20 000 $ pour le client. Ce qui est quand même très intéressant parce que c'est souvent le prix qu'aurait coûté une bonne thermopompe RR avec tous les désavantages là, dont on vient de discuter. Puis pour renchérir puis aider là-dedans dans la discussion financière, parce qu'effectivement, une thermopompe géothermique vient avec une distribution de ventilation, puis que tu y ailles avec une thermopompe géothermique ou RR, du côté intérieur de la distribution, c'est pareil. C'est pareil. Là où la thermopompe géothermique a un avantage, c'est qu'on peut faire également des planchers radiants. On a même, puis là, c'est sûr que là, le prix augmente là, à ce moment-là, mais on a même des thermopompes qui font les deux, qui font de l'air et de l'eau
chaude et froid, en fait, celles qui font les deux ne font que de l'air chaud et froid et de l'eau chaude. Mais ça pour dire qu'on est capable donc de moduler, puis en fonction des types d'équipements, parce que tu sais, des projets géothermiques, il y en a dans l'industriel, ça peut monter à 3 millions, mais dans le domaine résidentiel, là, pour donner l'exemple, là, on va dire, malheureusement, de la façon, le seul petit bémol que je donnerais, puis je l'ai communiqué déjà à Hydro-Québec, quant à Logivert, c'est qu'il est un petit peu plus avantageux pour des plus gros projets que pour des très petits projets. Tu sais, le bungalow, là, 1000 pieds carrés, tout ça, qui va nécessiter peut-être un 2 tonnes. Bien, malheureusement, c'est qu'en géo, il y a beaucoup de coûts qui sont liés à la mobilisation. L'équipement en tant que tel, il est plus cher, c'est un 4 tonnes qu'un 2 tonnes, mais pas tant que ça. Ce qui fait que le premier, on va dire 30 000 il est comme quasiment incompressible. Ce qui fait qu'une 2 tonnes va se retrouver à coûter peut-être un 40-45 000. Fait que là, l'aide gouvernementale va être de 24 000. Fait que tu sais, c'est ou de 18 000 même. Fait que c'est le seul défaut que je trouve, c'est dans les petits projets, ça devient plus coûteux pour les gens. Mais dans les projets, on va dire, de maisons, comme tu donnais comme exemple, 2000 pieds carrés, c'est tout à fait comparable avantageusement à une thermopompe à l'air. Il y a un aspect technique là, que j'aimerais élucider par rapport à ce que tu viens de dire. D'abord, ta géothermie, oui, on parle de clim et de chauffage, on va le comparer maintenant à un système central. Là, tu viens d'ajouter un point super pertinent, c'est le plancher radiant, ce qui est quand même assez populaire. Très populaire. Le dernier podcast qu'on a enregistré dans la masse, c'est avec Richard Trempe, et justement, lui, avec ses laboratoires vivants, il a mis justement du plancher radiant. Et une conception qu'on avait, c'était dans une maison ou d'un bâtiment ultra performant, donc très étanche, très isolé, que tu n'as pas des grands swings de température, mais le chauffage par la dalle, ça va créer des swings désagréables parce qu'il y a une inertie thermique au niveau du béton. Ce que Richard a observé, c'est que non, parce que le béton n'est pas super bon pour garder la chaleur, donc tu n'as pas vraiment ces swings-là. Donc, ça devient une option très populaire de mettre du plancher radiant dans un bâtiment très performant, mais quand je dis très performant, maintenant, on va dans le passif. Une maison de 1000 pieds carrés va avoir besoin de 3 kW de chauffage. 3 kW, c'est moins d'une tonne. C'est 3400, autour de 3450 kW par 12 000 BTU. Donc, ça fait en sorte qu'un bâtiment construit selon une norme passive ou très proche de tout ça, son pic de chauffage va être plus bas d'ailleurs que la clim en passant. C'est des enjeux de surchauffe et de climatisation, les bâtiments performants. Mais ton pic de chauffage va être à 12 000 BTU. Fait que ta thermopompe géothermique qui est stable dans l'année parce que tu es toujours autour de 9 Celsius dans le sol. Le plus petit système, c'est quoi, 2 tonnes, 3 tonnes qui existent? Bon, il y en a des plus petits que ça. On est capable d'aller à des demi-tonnes. Oui, mais avec des types de distribution différentes. Là, à ce moment-là, ça va être plus avec des équipements périphériques là, de type ventiloconvecteur, ce type-là. Mais en effet, non, tu marques un point. On a fait un bâtiment, je n'aimerais pas la cliente, quoi, c'est quelqu'un qui est extrêmement militante dans le domaine au niveau écologique. Mais leur maison là, a été conçue de façon passive. D'ailleurs, vous avez reçu Rocket récemment. Bon, c'est eux qui ont réalisé la maison dont il y a des questions. Et je pense que, de mémoire, là, c'est l'équivalent de 2 séchoirs à cheveux ou 3 séchoirs à cheveux qu'ils avaient besoin pour chauffer la maison. Ça, c'est vrai. Par contre, ces maisons-là, parce que cette maison-là, en l'occurrence, était assez grande parce que c'était multigénérationnel, mais les maisons aujourd'hui, puis ça, j'ai envie de dire, c'est un peu dommage, mais les maisons se construisent très grandes. C'est assez rare, là, les mini-maisons. Je sais qu'il y a un mouvement là-dedans, puis c'est super, mais je veux dire, c'est assez marginal. Les maisons mettent des très grandes maisons, donc ils ont besoin quand même de beaucoup de ventilation. Et donc, d'avoir des puissances en ventilation qui sont assez élevées. Donc là, on se retrouve avec le problème où, là, on a besoin de ventiler, on a besoin de recirculer l'air beaucoup. Et les puissances en ventilation sont malheureusement souvent, sauf si c'est un ventilateur à vitesse variable, sont corrélées avec le tonnage installé du compresseur. Fait que ça, c'est un petit défaut, je dirais, là, dans l'innovation des manufacturiers. Puis, malheureusement, si on était capable d'avoir des petits équipements de 1,5 tonne avec des ventilateurs de puissance de 2400 CFM, les CFM étant les cubic feet per minute, là, c'est l'équivalent des litres par seconde. C'est une notion de mesure de volume d'air, là. On pourrait répondre à ça. Fait que là, ce qu'on a fait, dans le cas qui nous occupe, on est allé avec une thermopompe à l'eau parce qu'ils avaient un peu de plancher radiant pour le sous-sol, entre autres.
Parce que je suis d'accord avec toi, moi, le plancher radiant, c'est formidable, tant pour le confort des habitants que pour l'efficacité énergétique, l'effet de masse et tout ça. Là où je rejoins pas tout à fait l'affirmation de ton interlocuteur avant, c'est que souvent, les cas de surchauffe viennent du fait que les gens ont jumelé des planchers radiants avec des chaudières électriques ou des chaudières au gaz et des points de consigne de l'eau circulant dans les planchers étaient trop élevés. L'eau dans les planchers doit être à température vraiment proche de la température qu'on vise dans la pièce. Fait que là, je reviens à mon plancher radiant, je trouve que c'est hyper efficace. Fait que dans la maison où on l'a installé, ben on avait un peu de plancher radiant et on s'est servi de cette petite thermopompe-là, puis on l'a jumelé avec un ventiloconvecteur qui, lui, avait une très forte puissance, qui était capable de faire la distribution dans l'ensemble de la maison. Alors, ça a fait un projet un peu plus coûteux, mais c'était le désir des propriétaires de la maison de rendre non seulement leur maison le plus passive possible, mais également de sauver là, les quelques kilowattheures Tu touches de plus. un point précis que c'est exactement là où la différence en mécanique des bâtiments standards versus quand tu s'en vas en performance, c'est que les ratios de CFM, les débits d'air, marchent plus avec les volumes, marchent plus avec la distribution, marchent plus avec les affaires. Donc, il faut user de créativité. Mais là, ce que j'allais dire, c'est que dans la réalité, pour ta géothermie, si tu mets quelque chose de plus puissant, est-ce que tu peux préchauffer ton eau chaude domestique avec ça? Absolument. Quand on a des thermopompes, nos thermopompes géothermiques qui peuvent être des OO ou des OR ou les deux. Puis quand on a des OO, c'est fantastique parce qu'on peut chauffer tout au long de l'année, littéralement, notre eau domestique ou la préchauffer. On l'amène autour de entre 35 puis 42 degrés Celsius, ce qui est quand même déjà élevé, là, parce que normalement, je pense que les réservoirs d'eau chaude, on vise entre 50 et 60 degrés Celsius. Donc, une grande partie du préchauffage de l'eau domestique peut être fait là, à partir de la géothermie, ce qui peut amener des économies assez substantielles, puis tout ça seulement avec un simple réservoir indirect là, en périphérie, à côté du système. L'eau chaude aussi étant genre le deuxième plus gros consommateur dans un bâtiment. Donc ça, je crois que c'est un excellent point. Et particulièrement dans les maisons ultra efficaces. Ça devient une des plus grosses, sinon la plus grosse consommation aussi. Puis tantôt, dans les maisons très efficaces, souvent, ils sont très, très étanches, donc doivent échanger beaucoup avec l'extérieur. Puis là, il peut y avoir des enjeux d'humidité, fait que parfois, ils vont devoir, en tout cas, fait que donc, il y a tout un autre enjeu aussi en climatisation au niveau des maisons passives. Mais pour revenir à l'eau chaude domestique, souvent, lorsque c'est des thermopompes OR, ce qui est le plus souvent le cas là, en géothermie, ça se greffe donc à un système à l'air pulsé. On va avoir ce qu'on appelle un désurchauffeur. Donc, c'est un équipement qui est mis, c'est une petite pompe à l'intérieur de la thermopompe qui va aller chercher un surplus de température qui est généré dans le cadre de la surcompression, de la surpression dans le compresseur, dans le phénomène de la pompe à chaleur. Et dès qu'il y a un appel de nouvelle eau de l'aqueduc, il va d'abord passer par la thermopompe géothermique avant de se rendre dans un réservoir d'appoint qui va amener la température. Là, ça va varier davantage, la température dans le réservoir d'appoint entre 20 degrés Celsius puis peut-être 40 degrés Celsius et qui va ensuite être pris en cascade vers le réservoir d'eau chaude domestique. Donc, ça nécessite un deuxième réservoir à nouveau, mais l'efficacité va être bonne si la thermopompe est en action souvent. Le plus souvent. Fait que ça, c'est avantageux, particulièrement pour des familles de 3 ou 4 et plus, et lorsque la thermopompe va être utilisée en climatisation et en chauffage. Un autre challenge qu'on a en ventilation, c'est le zonage. Que la plainte électrique offre de facto, ce qui est honnêtement, la plainte électrique, on la démonise un peu depuis une couple d'années, mais c'est quand même pertinent dans certaines applications. Puis il y a l'effet de zonage qui est intéressant. Quand tu zones un système central de ventilation, tu es restreint par différents phénomènes, mais au-delà de 4 zones, ça devient difficile. Puis même des petits systèmes, là, faire 3 zones, des fois, c'est tough. As-tu une limite, vu que c'est de l'eau, là, vu que ton principe de fonctionnement est différent, puis souvent les thermopompes géothermiques sont variables en termes de décharge de puissance, es-tu capable de faire une infinité? Es-tu capable de faire autant de zones de chauffage que les plaintes électriques, mettons, dans une maison? Que les plaintes électriques, la réponse serait oui si on est au plancher radiant. Okay. Mais je le recommanderais pas. OK, je le recommanderais pas. Trop de zonage, ça complique les contrôles. Puis, souvent, ça a l'air niaiseux, mais sur un plancher radiant, si tu changes de surface,
entre tes zones, la perception de la chaleur va être différente. Fait que quand tu marches nu-pied, si tu as trop de zones, puis que, bon, je sais pas, moi, ta salle de bain n'est pas en demande parce qu'elle est à l'intérieur de la maison, mais ta zone à côté, contiguë, ta chambre, il y a une grande porte-fenêtre, puis elle est en demande, mais là, tu vas passer de l'une des zones chauffées à l'autre qui l'est pas. Fait que moi, je préconise de bien regarder les plans et l'usage et les surfaces de plancher qui vont être appliquées par-dessus. Pour ce qui est ça fait que pour le zonage radiant, oui, c'est possible, mais pas suggéré. Pour le chauffage à l'air pulsé, tu as raison, la limitation des zones, elle vient de l'air pulsé lui-même. C'est pas, que ce soit géothermique ou que ce soit une fournaise à l'air ou que ce soit une fournaise au gaz ou que ce soit une fournaise au mazout ou encore, quoique. Il y a une chose que les gens savent pas, mais c'est que la géothermie produit de l'air à une température très proche de la température ambiante. OK? Ce qui a pour effet, et donc c'est vraiment, on parle des nouvelles façons, de nouvelles générations de produire de la chaleur, et donc c'est encore une fois très éco-énergétique, mais ce que ça a pour effet, c'est qu'il n'y a pas de stratification de température au sein de la maison de la même façon. Un air très chaud comme de l'air du mazout, une fournaise électrique ou du gaz va amener la température de l'air très chaude et cet air-là va avoir tendance à s'en aller au plafond, s'en aller au deuxième étage, créer littéralement une très grande stratification au sein de la maison. Et les gens l'ont perçu. Puis souvent, ça va créer aussi un mouvement d'air qui crée une insatisfaction. Fait que c'est pas rare que il faille mettre le point de consigne à 23 dans une maison chauffée au mazout. Bon, je sais que ça y en existe de moins en moins, mais quand même une maison au gaz. Puis mettre à 21, le même confort va être atteint avec une maison à la géothermie parce qu'il y a moins de turbulence dans l'air et il y a moins de cette stratification-là. Donc, le besoin de zonage est un peu moins grand. Ceci dit, dans des très, très grandes maisons, oui, on recommande le zonage, mais de la même façon, moi, j'utilise toujours la même phrase qui m'anime dans ma vie en général et tout, « less is more ». Excusez l'anglais là-dedans, mais dans le fond, « keep it simple, stupid », c'est une autre expression qui est de garder ça le plus quand même simplement. Trop compliquer les choses, oui, ça peut amener des attraits, mais ça amène des coûts, de deux, plus de contrôle. Puis même si nous, comme installateurs, on est compétents dans les contrôles, les clients, eux, il va falloir qu'ils fassent l'usage de leur bâtiment ensuite. Fait qu'il faut que ce soit quand même facile d'usage pour tous les habitants, y compris ceux à qui ils vont vendre ultérieurement, tu sais. Fait qu'il faut avoir une vision à long terme, tu sais, en environnement et en écologie, il faut toujours penser à long terme. Puis voir quel type d'équipements vont être durables puis vont être bien utilisés par les usagers. Puis c'est ça qu'on a toujours comme prémisse de base quand on fait la conception de nos systèmes. Le less is more, là, dans un de nos derniers épisodes, justement, avec, je crois que c'était Éco-Innovation, c'était exactement ça qu'on a. On a parlé pendant un petit 5-10 minutes de less is more, puis du concept du bâtiment passif, puis je suis complètement d'accord. Ce qui me vient poser alors la question des types de bâtiments que la géothermie est encore plus adéquate. Mm-hmm. Moi, personnellement, j'ai connu alors Marmotte parce que j'ai 3 de mes clients là chez Rétrofit Construction qui avaient justement des bâtiments existants avec des radiateurs existants et que, disons, n'étaient pas en très bon état où c'était difficilement justifiable de faire des gros travaux d'enveloppe. Mm-hmm. Donc là, le fait de faire de la géothermie était super important. Mm-hmm. Est-ce que tu dirais la même chose pour un bâtiment neuf? Qu'est-ce que tu vois au sein de Marmotte? C'est quoi les bâtiments que tu vois le plus et qui ont le meilleur business case pour la géothermie? Définitivement, le rétrofit, c'est-à-dire le remplacer un système de chauffage existant à l'air pulsé, c'est comme, c'est un plug and play. Je m'excuse, j'ai plusieurs expressions anglaises, mais c'est un plug and play. C'est vraiment, là, t'arrives, puis je veux ramener un mythe, là. C'est pas vrai que ça prend un grand terrain, là, pour faire la géo en passant. Donc, on en fait dans le plateau Mont-Royal, Villeray, là, régulièrement. Donc, ça prend pas nécessairement un grand terrain. Fait que je reviens à ta question. C'est sûr qu'une maison comme ça, là, on fait le forage en avant de la maison. On installe la thermopompe géothermique là où était la fournaise électrique ou la fournaise reliée à la thermopompe. Merci, bonsoir. OK? C'est aussi simple que ça. On change parfois le thermostat pour mettre un thermostat intelligent, puis ça s'arrête là.
Et donc, d'un point de vue économique aussi, quand on fait ça, souvent, c'est des gens dont leur thermopompe était en fin de vie. Ils étaient au mazout, ils n'en voulaient plus, ou, tu sais, fait qu'il y a une motivation aussi à cet égard-là. Fait que d'un point de vue économique, ça devient il n'y a pas de questionnement à se prendre, j'allais dire une autre expression anglaise. Fait que c'est vraiment pas de questionnement compte tenu, entre autres, du logivert. Quand on est en rétrofit à l'eau, donc des systèmes, par exemple, plancher radiant déjà existants, ça se fait instantanément. Toutefois, la géothermie va être plus chère qu'une chaudière électrique pure et simple. Fait que là, c'est sûr que l'économique, si tu veux pas avoir de clim, va être un petit peu plus difficile à faire. Fait que là, les enjeux environnementaux, souvent nos clients vont avoir une sensibilité environnementelle, vont vouloir ajouter la climatisation et voulaient le faire de toute façon, vont vouloir avoir quelque chose de durable aussi avec une efficacité énergétique et ainsi de suite. Fait que là, c'est une logique économique qui est un petit peu différente. Dans le cas des systèmes à l'eau sur des radiateurs à l'eau. Alors, nos bons vieux radiateurs, comme on a beaucoup à Montréal, Sherbrooke, Québec, tout ça là, dans les vieux quartiers en fonte, s'adapte très, très bien à la géothermie. Contrairement à ce qui est véhiculé là, dans le monde de la plomberie chauffage, parce que c'est vrai que traditionnellement, ils fonctionnaient à des températures très élevées. Donc, il est vrai que si le bâtiment n'a pas du tout été isolé, ça veut dire là, un bâtiment qui n'a pas changé ses fenêtres, pas été isolé au toit, pas été isolé au sous-sol, resté là, comme en 1920, là, OK? Puis qu'il y a des petits radiateurs qui fonctionnaient à 160 degrés Celsius, pas Celsius, mais à 160 degrés Fahrenheit, c'est vrai que là, la géothermie, la température de notre eau est plus basse, ça risque d'être problématique. Mais ça n'arrive pas, ces cas-là. La plupart des maisons qui ont été construites, même dans les années 20, les années 40, les fenêtres ont été changées, les portes ont été changées, les gens ont fait un petit peu d'efficacité énergétique et tout. Puis on oublie tout le temps qu'on a beaucoup plus de gains internes. Les gains internes, c'est la production de chaleur par les individus. OK, que c'était le cas en 1930. En 1930, on n'avait pas des douches chaudes qui finissaient plus, on n'avait pas des lave-vaisselle quand on partait à tous les jours, on n'avait pas tous nos iPhones, nos ordi, et ainsi de suite. Ce qui fait qu'il y a un gain là. Ce qui fait que souvent, maintenant, dans les radiateurs à l'eau chaude traditionnelle, ça fonctionne super, super bien, puis ça donne un confort exceptionnel, en fait. Dans les radiateurs à ailettes qu'on appelle, qui sont ceux en bas de mur, c'est la seule exception où là, c'est un petit peu moins approprié, quoique là, il y a des thermopompes, dont une canadienne d'ailleurs, qui fait une thermopompe à haute température et donc qui est capable de s'adapter à ça. Donc ça, c'est nouveau. Et nous, on en fait la promotion là, de plus en plus. C'est la compagnie nordique, là, pour ne pas la nommer, qui est basée au Nouveau-Brunswick, qui produit cette thermopompe-là. Fait que ça va amener un autre marché. Maintenant, pour des plus grands bâtiments, je vous dirais que ça se justifie presque toujours, sauf que ça amène dans le rétrofit des enjeux d'adaptation. Souvent, le problème des calculs de charge dans les grands bâtiments, souvent les systèmes ont été surdimensionnés. Et la surdimension fait en sorte que les systèmes de ventilation sont immenses et pour pouvoir produire la même quantité de ventilation, il faut qu'on mette des thermopompes très, très puissantes. Puis ça peut des fois jouer sur l'économique. Fait que ça dépend des cas. C'est vraiment au cas par cas à ce moment-là. Mais en général, nous, les projets commerciaux et industriels, institutionnels ont un payback variant entre 0. On a un projet d'une institutionnelle dans une église, en fait, très, très connue de Montréal que je n'aimerais pas, et qui était en bas de 0. C'est plus économique de mettre la géo que même de continuer avec leur système au gaz, incluant l'investissement. Et et ça peut aller jusqu'à 7-8 ans là, avec les aides gouvernementales, le payback, là, le retour sur investissement. Fait que c'est quand même assez rapide. Tu as soulevé la compagnie nordique qui est au Nouveau-Brunswick, qui font effectivement des thermopompes géothermiques, mais ils font aussi des thermopompes air-eau. Il y a quelques années, à différentes conventions, là, il y a une grosse convention en mécanique du bâtiment qui s'appelle le AHR ou AHR, qui à toutes les années change de ville. J'étais allé à Atlanta, justement, une couple d'années, puis il y avait une ou deux présentations de thermopompes aéro. Tu sais, tu as toutes les compagnies principales qui sont là, Carrier, Toshiba, pas Toshiba, ben oui, Toshiba, mais Mitsubishi, Trane, toute la gang est là. L'année d'après, je suis allé au show à Chicago, et là, toutes les compagnies principales présentaient en fait un système de thermopompe air-eau. Ce qui laisse présager que les thermopompes air-air standard qu'on voit avec les mini-splits et les systèmes centraux
sont voués à disparaître au profit des thermopompes air-eau. Donc, la différence avec la géothermie, c'est qu'au lieu d'aller puiser ta chaleur dans le sol, tu vas aller puiser ta chaleur à l'extérieur, mais le fluide caloporteur, le médium que tu parlais tantôt, sera de l'eau. Ce qui te permet d'aller préchauffer ton eau, faire de la climatisation, de chauffage radiant, etc. Comment tu entrevois ça, cette nouvelle compétition-là avec la géothermie? C'est sûr que cette compétition-là, elle vient pour essayer de contrecarrer le surcoût lié au forage. Fait que c'est sûr que nous, quand on parle du domaine du CVAC ou HVAC, comme on dit en anglais, climatisation, ventilation, chauffage, bon ça, c'est quand même un marché qui est nord-américain beaucoup ici. Et on va dire au sud là, de New York, Atlanta, tout ça, la géothermie se fait quand même beaucoup pour la clim et tout ça, pour des économies d'énergie, mais c'est pas les mêmes bénéfices, c'est pas la même chose. Fait qu'il y a quand même un gros marché où leur températures de fonctionnement sont différentes. Nous, on a vraiment un super avantage parce qu'on a besoin en chauffage et en climatisation. Puis il fait aussi chaud presque ici qu'Atlanta l'été, là, tu sais. Fait que c'est vraiment, d'une part, on a ça. Fait que c'est sûr qu'on a un marché un peu particulier. C'est sûr que le logivert est un changement de paradigme important qui fait en sorte que, d'après moi, les RO auront pas vraiment une belle pénétration de marché au Québec, du moins, ça c'est certain, parce qu'en plus, des systèmes à l'eau chaude sont en général dans des quartiers centraux. Les quartiers centraux, moi, que j'appelle milieu urbain dense, ben là, aller mettre une thermopompe, tu mets où? Tu la mets sur la galerie du voisin, tu la mets sur ton toit, puis là, il faut que tu perces les 3 appartements qui passent pour se rendre là. Ça devient invasif. Fait que moi, j'y crois plus ou moins pour ça, mais oui, tu as raison qu'il y a une tendance définitivement qu'on entend, avec toutes les limitations d'une thermopompe traditionnelle, c'est-à-dire moins efficace, bruyant à l'extérieur, pas esthétique, moins durable, et ainsi de suite, avec tous les gaz dommageables. Mais c'est vrai que le forage étant, puis nous, c'est un des souhaits qu'on a en lançant notre division de forage, ça cadre avec notre mission qui est de démocratiser l'accès à la géothermie, c'est de faire en sorte que le forage s'adapte vraiment à la géothermie et donc éventuellement aussi les coûts de forage puissent devenir de plus en plus efficaces et ainsi de suite. Donc, de faire en sorte que le forage, comme c'est le cas en Suède, par exemple. En Suède, là, moi, je pense que c'est intéressant, j'ai le goût de vous le partager, c'est que je ne sais pas quel pourcentage exactement, mais à Stockholm, c'est quasiment toutes les maisons qui sont à la géothermie. Puis moi, je me suis beaucoup penchée la question, pourquoi? Bien, la raison est toute simple dans ce cas-ci, c'est que là-bas, leurs hypothèques, ils peuvent mettre ça sur 100 ans. C'est rendu à 75 ans maintenant, là, mais à l'époque, c'est 100 ans. Ce qui fait que de faire un investissement de qualité sur ta maison te coûte très, très, très peu à chaque mois. Et donc, ce faisant, leur système géothermique, qui a une durée de vie aussi longue que leur maison, se justifiait d'emblée, automatiquement, parce que les économies d'énergie étaient largement supérieures à leur coût réel que ce système-là pouvait... Fait que si on avait une vision à plus long terme, je sens que j'ai fait une aparté puis je me suis perdue moi-même, mais quand il y a beaucoup de gens qui font de la géo, quand tu as un marché de masse avec beaucoup de forage, bien forcément que les coûts vont baisser. Puis nous, on participe à un projet avec une firme qui s'appelle Ola Meter, qui est un partenariat stratégique où ce qu'on souhaite faire, c'est de la géothermie sous forme de quartier. Donc, dans des quartiers centraux, dans des quartiers, c'est de faire carrément l'infrastructure complète en géothermie. Puis les gens se connectent quand ils sont prêts. Alors, c'est vraiment de voir la géothermie, puis ça devrait toujours être vu comme ça. C'est une infrastructure, la géothermie. Et puis, le forage, c'est une infrastructure. Alors, pour l'instant, c'est les clients très à l'avant-garde qui connaissent ça, qui ont une propension technique. Et maintenant, grâce à Logivert, l'économique qui fait en sorte que ça devient de plus en plus attrayant. Puis, des podcasts comme le vôtre vont faire en sorte de démocratiser aussi la connaissance, enlever les mythes, ça prend pas un gros terrain, c'est pas en dessous, forcément en dessous de la maison, ça peut être à l'extérieur de la maison. C'est pas si cher que ça maintenant. OK? Donc c'est le genre de choses puis c'est qui une fois déboulonné va permettre. Puis il y a une autre chose aussi. Quand les gars, je dis les gars parce qu'il y en a très peu de filles, j'essaie de les embaucher. D'ailleurs, si vous connaissez une fille qui est plombier ou frigoriste dans le marché qui aimerait venir travailler en géothermie, qu'elle m'appelle. Donc, ça, c'est un. Mais tout ça pour dire que les gens qui sont en général en HVAC sont des plombiers chauffagistes et beaucoup de leur pratique est en gaz.
gaz naturel. Puis donc, pour faire la conversion de connaissances pour devenir installateur en géothermie, il y a une barrière. Puis tout être humain est pareil, ils ne sont pas différents de nous. Quand c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, ben c'est de la merde. C'est pas compliqué, tu sais, c'est ça l'expression. Bon, carrément. Là. Tu sais, c'est carrément ça. Là, tu sais, c'est comme, je connais pas ça, non, c'est pas bon. Fait que il y a quand même beaucoup d'apprentissage. On sent qu'il y a une volonté de la part des dirigeants dans le domaine de la plomberie chauffage de faire une migration vers l'évolution de la compétence de leur main-d'œuvre, mais c'est l'enfer. Donc, c'est très long de former des gens en géothermie aussi. J'ai deux choses là en lien avec ce que tu dis. Juste faire un aparté sur ce que tu viens de dire. Il y a une limite aussi au niveau au Québec par rapport au métier de la construction. Là, tu es en silo, là, tu peux pas trop toucher aux autres métiers. Ce qui semble pas être le cas partout en Amérique du Nord. Ça serait le fun d'avoir des techniciens spécialisés en géothermie qui sont capables de toucher, malheureusement pour le Québec, à plusieurs corps de métier qui sont réservés. Faudrait faire ça. Jean-Sébastien, si les gens de la CCQ, les gens du gouvernement, les gens des syndicats, de la construction, de l'APSCHQ, de tous les gens dans le domaine de la construction pouvaient comprendre à quel point c'est compliqué de faire de la géothermie. Moi, je suis détentrice d'à peu près toutes les licences possibles et imaginables, là, entrepreneur général, réfrigération, gaz, je suis obligée, pour pouvoir faire de la géo, pour avoir mes licences de plomberie chauffage, il faut que j'aie mes licences en gaz et en mazout. Vous imaginez-vous l'étude que j'ai dû faire pour... Oui, non, mais c'est ça, ça n'a aucun bon sens. Oh, oui. Le nombre d'inepties comme ça n'a pas de bon sens. Nos manœuvres, nos techniciens en géothermie, ils ne peuvent pas toucher un tuyau. Mais ils font la tranchée, mais pas de chute. Je veux dire, c'est tellement, tellement, tellement compliqué. Ça amène beaucoup d'inefficacité. Ça amène des coûts. OK? Et puis, ça, c'est vraiment malheureux. Sincèrement, là, c'est vraiment malheureux. Ça, c'est vrai. Puis, tu sais, il y a eu une raison pourquoi la CCQ, la Commission de la construction du Québec est arrivée. Les syndicats, ils ont tous eu leur rôle à jouer. Je pense qu'ils doivent avoir encore leur rôle à jouer sur différents aspects. Je suis pas là, je ne vais pas parler pour eux. Je veux pas découdre la CCQ, là, c'est pas mon but, mais c'est juste la compréhension de l'impact. Oui, puis tu sais, on partage ça. J'ai aussi une entreprise en CVAC, fait que je comprends exactement de quoi tu parles, comment ça peut être compliqué. Puis à la fois, on veut faire quelque chose de bien, puis à la fois, on a les mains liées, les pieds liés, puis il faut être motivé là, pour faire ce que tu as fait, l'atelier. Tu sais, je veux dire, bravo pour ça. Là. Puis en plus, 15 ans de temps, là, il y a eu des hauts et des bas, puis tu es encore là, puis c'est en train de marcher vraiment bien votre affaire. Fait que bravo. Non, mais ça serait le fun. Peut-être, Philippe, on pourrait parler, Manick, avec ces gens-là. Tu sais, on connaît bien la PCHQ, mais CCQ, surtout la CCQ, RBQ, elle a plus de licence. Oui. C'est les lobbies de chacun des corps de métier. Ouais. Hein? Un plombier ne peut pas toucher à de la ventilation et vice-versa. Puis on comprend pourquoi. Mais il y a eu des petites brèches qui ont réussi à être créées à l'époque. Là, d'ailleurs, on est en train de fonder une association de la géothermie au Québec. Et puis, on est un petit groupe pour l'instant parce qu'on est en train de faire les rouages de démarrage, mais ça va être invité au grand nombre, tous les joueurs dans le domaine de la géothermie, y compris les ingénieurs conseils, les installateurs, les foreurs, tout ça vont être invités à participer. Puis notre intention, c'est de mieux faire connaître la géothermie, bien sûr, mais également d'aider à dépatouiller un petit peu tout l'enjeu réglementaire qui est lié à ça et de faire comprendre les embûches qui nous sont créées là, par une volonté de protéger en fait les métiers puis les installateurs. Mais effectivement, il y a clairement... on veut quelque chose comme société, on promouvoit des choses, puis là, quand on est rendu à passer à l'action, ça en est un frein. Absolument. Qui est vraiment, vraiment là. Oui. Il faut vraiment qu'on en parle. Tout à fait. Deuxième point que je trouve bien intéressant que tu as dit, c'était une de mes questions. La géothermie, là, ça pourrait être une genre de centrale, au lieu d'une centrale hydroélectrique, mais une centrale géothermique dans un quartier qui serait littéralement centralisé au travers de différents bâtiments. Et là, chacun pourrait se connecter dessus et payer au prorata de qui s'utilise. Oui. Ça, c'est réaliste? Ça se ferait, ça? Bien, il y a des projets à Toronto, entre autres, qui se sont faits comme ça. Il y a des projets en France aussi. Mais disons que la tendance, ce que tu décris là, je sais qu'il y a un projet à Montréal qui s'étudie avec cette approche-là. Selon mon point de vue, seulement mon point de vue, OK? Il est moins porteur de faire ça d'une façon totalement centralisée, ce qui amène tous les biais de transport, de planification, d'investissement initial basé sur une planification d'un quartier. Et là, tu transportes de l'énergie thermique d'un bâtiment à l'autre qui n'ont pas tous le même usage. En tout cas, ça complexifie de façon inouïe l'ingénierie, ce qui fait que
il y a plusieurs firmes de génie conseil qui ont développent beaucoup de connaissances et de compétences dans ce genre de boucle énergétique-là. Et je pense qu'il va y en avoir qui vont se créer. Puis ça peut avoir un attrait, par exemple, quand tu as des bâtiments qui produisent beaucoup d'énergie puis d'autres qui en consomment au même moment. Fait que là, il y a vraiment des gains de transfert énergétique. Mais en Europe, ce qui est le plus en train de se développer, c'est ce qu'on appelle les boucles énergétiques de 5e génération. C'est des systèmes, chacun a son système de géothermie ou pas, là, mais ça fonctionne très, très, très bien avec la géothermie basse température, avec sa propre thermopompe. Mais tu vas mettre en réseau les différents bâtiments. Ce qui fait que si, par exemple, le calcul de charge d'un bâtiment a changé à travers le temps ou a été mal dimensionné à l'époque, ben, si tu as un surplus, tu vas pouvoir le mettre au réseau et vice-versa. Si tu en manques à certains moments de l'année, tu vas pouvoir compenser avec d'autres bâtiments qui sont venus. Ce qui fait que tu optimises la consommation énergétique d'un quartier, mais tu évites de fonctionner à des très hautes températures parce que l'exemple que tu donnais, pour être capable de faire de la climatisation et du chauffage. Bon, d'abord, pour faire du chauffage, ça te prend de l'eau très chaude qui circule partout entre les bâtiments. Ensuite, si tu veux faire du chauffage de l'eau domestique en plus, ça te prend de l'eau encore plus chaude qui circule entre les bâtiments. Puis ça, on sait qu'il y a beaucoup de perdition qui va se faire par les tuyaux, donc des gros coûts d'isolation. Puis si en plus tu veux faire de la climatisation, bien là, il va falloir que tu fasses circuler de l'eau froide. Un autre circuit de tuyauterie. Fait que ça peut être quand même intéressant. Mais moi, je vois moins d'avenir à ça que, encore une fois, keep it simple, stupid. Chaque bâtiment est efficace, mise en commun de ses ressources, éventuellement avec des compteurs intelligents qui pourraient moduler la consommation énergétique de l'un de l'autre. Entre autres, la Meter avec qui on travaille sur un projet aussi pour utiliser les batteries des voitures et moduler la consommation énergétique des ménages tout en réduisant la consommation avec la géothermie. Donc, une espèce d'amalgame de gestion énergétique qui permet de réduire encore plus la pointe énergétique. C'est plus comme ça, nous autres, qu'on voit la vision des choses au niveau des quartiers. On a oublié de le demander, là, pourquoi marmotte? Pourquoi le nom marmotte? Ben, parce qu'une marmotte, ça fait des trous. Ah! Voilà! Tu sais, des marmottes comme siffleux, il y a des gens qui appellent ça siffleux, fait pas juste siffleux. Non, c'est carrément juste ça, là. Puis en fait, c'est arrivé d'une anecdote bien ridicule, là. Je sais pas si c'est d'intérêt public de parler de ça, mais ce qui arrive, c'est que j'avais un choix de nom rapide à prendre. Puis, tu sais, parce que dans mon plan d'affaires, c'était marqué infrastructure en géothermie résidentielle. C'est pas un nom de compagnie, ça. Fait que j'allais rencontrer un financier, il fallait que je me fasse faire une carte d'affaires, je trouve un nom. Puis là, je me disais, marmotte. J'ai appelé une amie qui était en branding. Puis j'ai dit, un nom d'animal, ça a-tu du bon sens ou pas, tu sais? Puis là, elle a dit, ben si l'animal, il est pas trop détesté, ça peut être bon. Fait qu'on a roulé avec ça. Les gens nous posaient pas trop la question. Puis là, ben, très récemment, on a refait notre branding, puis là, on a mis la marmotte, là, let's go. On l'assume partout. Ça va devenir justement notre identifiant, voilà. Ah, écoute, merci d'avoir été avec nous, Nathalie, aujourd'hui. Super intéressant. Les gens vous rejoignent comment? C'est quoi votre site web, Marmotte Énergie? Oui, marmotteenergie.ca, tout simplement. Le marmotte étant écrit marmotte, M-A-R-T-T, pas de E, énergie au pluriel, marmotte.énergie.ca. .ca, les deux marchent. Les deux fonctionnent. Ouais, c'est parfait. Ça, les deux marchent. Pas oui, je le vois, la marmotte avec la petite marmotte qui sort, qui se lève le nez, là, qui regarde géothermie. Là, c'est ça. C'est cute. Oui, ben c'est parce qu'on s'est dit, les gens... Je me souviens d'un ministre de l'Énergie, à un moment donné, il ne se souvenait pas de mon nom, puis il m'a appelé Madame Marmotte. Tu sais, fait qu'à un moment donné, c'est quelque chose qu'on se souvient, voilà. Ben, merci beaucoup, Madame Marmotte. Bien content d'avoir partagé ce moment-là avec toi. Très, très enrichissant. Merci beaucoup, Nathalie. Ça fait plaisir. Merci d'avoir donné de la visibilité à la géothermie aussi. Au plaisir. Absolument. Bonne fin de journée. Merci d'avoir été des nôtres pour cet autre podcast d'Au-delà des murs. Et surtout, merci à notre invité pour avoir partagé ce beau moment avec nous. Rendez-vous sur notre site web addm.ca pour plus d'informations sur l'invité du jour. Réécoutez tous les podcasts sur Spotify, iTunes ou même YouTube et abonnez-vous pour ne rien manquer. Commentez les podcasts, faites-nous part de vos suggestions et échangez directement avec nous sur LinkedIn, Facebook et Instagram ou envoyez-nous tout simplement un courriel à info@addm.ca.
Pour tous vos besoins de rénovation de bâtiments ultra performants Net Zero Ready, contactez Philippe et son équipe via Retrofit, RETROFIT, construction.ca. Pour des matériaux de construction les plus performants et en stock pour vos projets de bâtiments durables, contactez GoPassif au www.gopassif.com et faites-vous livrer partout au Québec. Merci encore une fois et à la prochaine!